Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Alors oui que deux parce qu'ils sont quand même pas mal longs et franchement c'est une vraie dinguerie. Mais avant de te raconter ça, faut que je te dise deux choses. En premier lieu, je vous remercie pour tout le soutien qu'il y a eu sur cette vidéo là. Énormément de pouces bleus et énormément de commentaires, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment on a deux vidéos par semaine. Donc c'est-à-dire le mercredi à 19 h et le dimanche à 19 h. Avant on tournait plus à 3-4. Mais depuis un certain temps, je sais pas si tu l'as vu, la qualité a quand même augmenté. Et je vais pas te mentir, je préfère ce format-là. Tout ça pour dire que ce mois-ci, on a un objectif. Le but, ce serait qu'à la fin du mois, on ait gagné 2000 petits potes. Et pourquoi, tu vas me dire? Bah oui, c'est normal. Si justement on arrive à cet objectif, moi je te propose une chose. Si la condition, elle est validée, pour le mois prochain, il y aura une vidéo bonus. Quand je dis une vidéo bonus, c'est pas une compilation ou quoi. C'est une vidéo comme il y a en ce moment, entre 20 et 30 minutes. Et ça, avec des nouveaux threads d'horreur. Et donc, tu vois, c'est tout bénef, tout le monde est content, vraiment, c'est la fête. Bon, bref, je te prends pas plus de temps parce que les threads après, ils sont vraiment insane. Mais si tu veux soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit commentaire, un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors attention, cette histoire, tu vas voir, elle est un petit peu spéciale. Je peux pas t'en dire plus, mais t'inquiète pas, elle est pas paranormale ou quoi, mais c'est la mécanique qu'on n'a jamais eue. Et puis je vais te la faire en première personne, parce que j'ai envie. Quand j'avais 7 ans, ma mère et mon père ont divorcé. Cet événement l'a incité à déménager et à poursuivre sa carrière dans une autre petite ville qui payerait mieux, puisque maintenant elle était monoparentale. Au cours de notre longue route de 12 heures vers le nouvel emplacement, nous nous sommes arrêtés en chemin dans cette petite ville très hippie. Elle avait en quelque sorte beaucoup d'art, de petites boutiques. Ma mère a dit que nous étions ici pour retrouver son amie Paulette. Je suppose qu'elles se sont rencontrées à l'époque où elles étaient à l'université et qu'elles sont récemment rentrées en contact après une décennie. Nous finissons par aller dans un restaurant indien où nous nous retrouvions pour le dîner. Cette femme élancée, quelque peu fragile, entre. Elle était très grande, plus d'1,80 m, de gros cheveux bruns crépus et bouclés avec des mèches blondes. Elle était caucasienne, portait un châle coloré avec des boucles d'oreilles en plumes. Et elle avait des yeux bleus, très pâles. Elle se dirige vers la table et salue ma mère et la serre dans ses bras. Elle se dirige vers mon frère aîné et lui serre la main. Après, elle s'est approchée de mon côté de la table. Je lui tends la main et elle se tient juste là, sans expression, la bouche entrouverte avec un regard vide, me fixant. Cela m'a brièvement mis mal à l'aise. Puis d'un coup, comme ça, son visage s'est illuminé. Elle s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. Elle retourne s'asseoir avec ma mère et elle discute des années qui ont passé. Ma mère récupère l'addition et paye. Une fois sur le parking, elle dit à Paulette qu'elle peut nous suivre. Nous montons dans la voiture et ma mère nous explique que Paulette vient vivre avec nous pendant un certain temps. Sa voiture nous a suivis pendant plusieurs heures. Nous arrivons dans notre nouvelle maison et déballons quelque chose ici et là, puisque nous avions loué un camion de déménagement avec le reste de nos affaires qui était arrivé le matin. Il y avait un lit superposé déjà installé à cet endroit pour moi et mon frère. Il était assez tard dans la nuit, vers 23 h quand nous sommes arrivés. Moi et mon frère installons nos sacs de couchage. Je prends le lit du haut. Ma mère nous dit bonne nuit et je me suis endormi assez rapidement. Je me réveille vers 1 h 30. Je suppose que la lumière de la terrasse du patio s'est allumée, puisque oui, c'était juste à côté de notre chambre. Je regarde un petit peu par la fenêtre et je peux voir le dos des cheveux bouclés de Paulette. Elle était assise là, les jambes croisées en train de fumer une cigarette. En vrai, j'y ai pas beaucoup réfléchi et je me suis allongé de nouveau, jusqu'au moment où je remarque que la lumière de la fenêtre est en partie bloquée. Je regarde derrière moi, la tête toujours sur l'oreiller, et je vois la silhouette de Paulette face à ma chambre. Elle est restée là pendant quelques minutes. Je ne voulais pas me pencher, j'ai juste fait semblant de dormir. Elle s'est mise à bouger et j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Après quelques minutes, la lumière du patio s'est enfin éteinte. Je me suis repositionné face au mur pour me rendormir. Alors que je commençais à m'endormir, la porte de notre chambre s'ouvrit lentement et j'ai tourné rapidement la tête. Mais ce n'était pas ma mère, c'est Paulette en chemise de nuit. Je me retourne face au mur et je ferme les yeux. Elle se dirige tranquillement vers moi. Je sens ses doigts en forme de griffes commencer à peigner l'arrière de mes cheveux, faisant courir ses ongles sur l'arrière de mon cuir chevelu. Je gardais les yeux fermés, retenant presque ma respiration, essayant de ne donner aucun signe que je suis réveillé. Je sens des huiles essentielles comme la lavande et elle commence à frotter de l'huile dans la nuque et à pincer le muscle de ma nuque. Parfois, en le tenant et en le relâchant, je commence à accepter un petit peu tout ce qui se passe. Parce que c'était pas si mal après un certain temps. En fait, j'ai même fini par m'endormir. Je me réveille le matin. Ma mère est au travail et Paulette attend à table avec des céréales pour moi et mon frère. Elle a mis des pépites de chocolat dans mon bol et pas dans celui de mon frère. Mon frère et moi avons bavardé avec elle.
Elle semblait très gloussante et essayait de nous mettre à l'aise avec la nouvelle situation. Après avoir mangé ses céréales, mon frère retourne dans sa chambre pour installer sa GameCube. Moi, de mon côté, j'étais un mangeur un petit peu plus lent que mon frère aîné. Donc j'étais toujours le dernier à table. Pendant que je mangeais lentement, elle était assise là, à regarder chacun de mes mouvements. Une fois que j'ai fini, j'ai dit merci et j'ai attrapé mon bol pour le mettre dans l'évier. Elle a alors posé sa main sur la mienne et elle a dit « Je t'ai fait un massage du cou pour que tu ne pisses pas dans ton lit. Je connais beaucoup de jeunes qui font pipi dans leur lit quand ils dorment dans un environnement inconnu. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Je n'ai jamais fait pipi dans mon lit avant, mais merci. » Les nuits suivantes, elle est venue et elle a continué à me masser la nuque. J'ai fini par lui dire que j'étais à l'aise ici maintenant et qu'elle n'avait plus besoin de faire ça. Elle a réagi à ça en me faisant un petit soupir. J'ai commencé l'école primaire la semaine suivante, ce qui signifiait que je dormais plus tôt la nuit vers 20 h. Elle et ma mère veillaient beaucoup plus tard que moi et mon frère et elles buvaient du vin. J'attendais toujours qu'elles aillent se coucher avant d'utiliser la salle de bain la nuit pour aller faire pipi, parce que ma mère me grondait un peu d'être debout tard la nuit. Une fois que les choses se sont calmées vers 11 h du soir dans la maison, je me faufilais et je me mettais sur la pointe des pieds pour aller aux toilettes. Ce fut mon rituel des semaines suivantes, jusqu'à ce que Paulette commence à faire la même chose au même moment, à chaque fois. Chaque soir, quand j'avais besoin des toilettes, il se trouvait que Paulette en avait besoin aussi. Et elle filait dans le couloir en face de ma chambre quand j'ouvrais la porte. Je retournais dans ma chambre et j'attendais. Ça a commencé à arriver si souvent que je sortais par la porte arrière de ma chambre. Et honnêtement, ça commençait à me faire chier, sans jeu de mots. J'ouvrais ma porte aussi silencieusement que possible puis je me précipitais vers les toilettes. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Une nuit, je me suis levé un petit peu plus tard que d'habitude, vers minuit. J'étais un petit peu plus négligent avec le bruit car j'étais à moitié endormi. J'ai ouvert la porte et la porte de Paulette s'est ouverte instantanément en claquant. Elle a fait irruption dans le couloir faiblement éclairé par la lune complètement nue. Elle a commencé à marcher rapidement dans le couloir. J'étais déjà si loin dans le couloir que je ne pouvais plus retourner dans ma chambre. J'ai alors sauté derrière la plante de jade de ma mère. J'ai écrasé mes genoux contre ma poitrine et j'ai baissé la tête. Elle est passée à côté de moi si vite que j'ai pu sentir le vent dans mes cheveux. Elle est restée dans les toilettes pendant près d'1 heure avec la porte entrouverte. La lumière éteinte, en silence. Je suis resté là, à côté des toilettes, niché dans le coin derrière le pot sans faire de bruit. J'entends la porte des toilettes s'ouvrir complètement et elle commence à faire les 100 pas dans le couloir. Je suis resté petit et insignifiant derrière la plante jusqu'à ce qu'elle retourne dans sa chambre. Au début, je me suis dit que tout ça, c'était un accident, que c'était juste un moment malheureux. Environ 2 mois plus tard, mon frère et moi combattions à l'épée avec des branches d'arbres à l'extérieur. Bon, malheureusement, il a fini par me faire une entaille au front et ça m'a fait saigner pas mal. Paulette a vu ça et elle s'est approchée de mon frère. Je pensais qu'elle allait le gronder, mais non, elle lui a donné un coup de pied dans la tête, le faisant tomber sur le dos. Il se lève du sol en pleurant et court dans la maison. Elle m'a attrapé et a commencé à me bercer, se balançant d'avant en arrière. Elle tremblait tellement qu'elle vibrait. Elle m'a demandé à plusieurs reprises si j'allais bien. Sa voix était tremblante, elle paniquait. Quoi qu'il en soit, ma mère découvre par mon frère ce qui s'est passé et elle décide qu'elle doit partir. Pendant son dernier jour, Paulette a tenu à me voir en tête à tête dans l'allée avant d'entrer dans sa voiture. Elle s'est agenouillée et elle a dit « J'espère pouvoir te revoir dans une vie différente. Tu me rappelles tellement mon mari. Au revoir ». Elle a commencé à pleurer en me serrant dans ses bras. Après ça, j'ai demandé à ma mère qui était son mari. De ce que j'ai pu comprendre, son mari était un marine qui est mort en Afghanistan quelques mois avant qu'elle n'emménage avec nous. Après ça, ma mère ne lui a plus parlé. Moi, de mon côté, je n'ai jamais parlé à ma mère des massages ou quoi que ce soit. Puisque de toute façon, on n'a jamais revu Paulette et je pense que ça aurait causé plus de drame. Alors vraiment, une histoire très bizarre. Je vous le dis, au début, je voulais faire une miniature avec quelqu'un sur les chiottes. Mais bon, j'ai préféré faire une miniature en rapport avec le dernier thread d'horreur. Alors par contre, que dire sur cette histoire? Quand même un petit peu bizarre la femme. Ok, je veux bien qu'elle ait perdu son mari et tout. Déjà, est-ce que c'est vrai ou quoi? Moi, j'en sais rien. Mais bon, il y a des choses un petit peu bizarres. Elle se promène dans le couloir tous les soirs pendant que le petit ouvre la porte et qu'il veut aller aux toilettes. Ok, elle lui rappelle son mari, mais son mari, il avait quoi? J'imagine une trentaine d'années ou 40 ans peut-être. Et le petit, il avait 7-8 ans. Alors comment il peut lui rappeler son mari? Bref, il y avait des trucs un petit peu bizarres. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Robin. Il y a quelques années, Robin et un de ses amis, ils se sont lancés dans l'exploration urbaine, ou un petit peu plus connu sous le nom d'Urbex. Robin, au début, il a commencé ça parce que ça l'amusait. Et tous les lieux qu'il a visités jusque-là, ils étaient super cool et sympas. Puis ensuite, Robin en a parlé à un de ses amis qui s'appelle Cameron. Et vous savez, Cam, c'est le genre de personne à être sûr de lui. Il a peur de rien. Le mec est vraiment sociable.
tout le monde l'aime et il parle tout le temps de bière. Donc Cam, en entendant parler de ça, voulait accompagner Robin dans ses prochaines explorations. Et tous les deux, ils voulaient aller dans un endroit où personne d'autre ne va. Et ils ont décidé d'un lieu pour ça. En premier lieu, ils ont choisi d'aller dans les égouts. Bon, si tu veux mon avis, c'est pas le premier truc où j'irai, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, ça s'est enchaîné et ils ont fait ensemble les tunnels du métro. En gros, rien de trop dangereux. Enfin, de leur point de vue, parce que moi perso, je trouve pas. Ces lieux, ils les ont visités plusieurs fois. Et ils ont commencé à inviter d'autres amis à eux à venir avec eux pendant ces explorations. Mais bon, ces amis, soit ils trouvaient pas le temps de venir, soit ils préféraient se saouler. Robin, il les blâme pas ses amis, mais c'est pas ce qui va arrêter nos deux garçons. Donc, en partant de leur dernière exploration qui était dans les égouts, ils ont décidé que leur prochain objectif était un gratte-ciel. Arrivés au lieu, les garçons, ils ont décidé de prendre des selfies depuis un gratte-ciel. Mais bon, Cameron, il a failli perdre pied et tomber. Même lui, sur le moment, il s'est chié dessus. Depuis, ils se sont penchés un petit peu plus sur les explorations de bâtiments abandonnés. Et beaucoup plus près du sol, ça les a un petit peu calmés. Par contre, il y a un petit point que Robin ne nous a pas dit. C'est que les deux garçons faisaient ça de jour et jamais de nuit. Sauf justement cette fois-ci. Et Robin, il oubliera jamais ça de sa vie. Cameron et Robin discutaient de leur prochain lieu à visiter autour d'une bonne bière. Puis Cameron lance: et si on allait visiter cet hôpital abandonné? Tu sais, on devait y aller un nombre incalculable de fois, mais on l'a jamais fait. Robin, il connaît l'hôpital dont il parle, puisque oui, ça fait des années qu'ils en parlent, mais ils ont jamais trouvé le temps pour y aller. Et il y avait toujours un endroit un petit peu plus proche où ils pouvaient aller plus facilement. Donc pourquoi s'embêter? Mais Cam lui a dit: allez, on y va, ça y est, cette fois-ci, on y va. À ce moment-là, Robin, il sait pas si c'est la bière qui a parlé pour lui, mais il a directement accepté. Et ça, il aurait aimé ne jamais l'avoir fait. Vous comprendrez pourquoi. Une semaine plus tard, Robin et Cam sont devant l'hôpital abandonné. Et le soleil est complètement couché, ce qui veut dire que c'est la nuit. Ils sont juste là, tous les deux, devant le bâtiment. Ils sont bien équipés, ils ont des lampes frontales et des lampes torches. Les deux garçons, ils portent des sweats à capuche. À ce moment-là, Robin, il le sait, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Surtout que vous ne voyez pas où vous mettez les pieds. Enfin, c'est l'essence même du bâtiment abandonné. Les sols et les marches sont instables et en ruine. Et puis tu peux te blesser. Mais Robin et Cameron pensent qu'ils ne vont pas faire les mêmes erreurs que certains, car ils se pensent mieux qu'eux, et donc ils peuvent explorer cet hôpital les yeux fermés. Ils allument donc leur lampe torche et sont rentrés par l'entrée principale qui est grande ouverte. Robin, maintenant, il va nous expliquer quelques informations sur ce lieu. C'était un petit hôpital privé abandonné il y a une vingtaine d'années. L'entreprise, elle a été rachetée et ils ont déplacé l'hôpital un petit peu plus près de la ville. Et ils ont pris avec eux tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais lorsque Robin et Cam sont entrés dans le hall principal, ils ont trouvé des canapés déchirés, un bureau de réception moisi et tout poussiéreux, de nombreuses plantes en plastique qui sont toujours aussi bonnes que le jour de leur achat. Bon, ce que Robin il trouve assez bizarre sur le moment. Les deux garçons avancent et le sentiment que autrefois ce bâtiment était plein de vie les trouble un petit peu, puisque avant ce bâtiment était plein de vie, mais maintenant il est dépourvu de vie. Ils peuvent voir que certaines choses ont bougé depuis que le personnel a déménagé, puisqu'il y a des graffitis et des murs ont carrément été démolis. À un endroit, il y a un journal avec un tas d'aiguilles posées dessus, sûrement laissé par un junkie. Et là, Robin, à un moment, il remarque qu'il y a une odeur. C'est une odeur de cuivre. Cam, il l'a senti aussi et il lui dit que c'est sûrement quelqu'un qui a dû arracher les tuyaux pour se faire de l'argent. Et que peut-être ils ont vendu ça pour s'acheter des petits bonbons, vous voyez lesquels hein. Mais Robin n'est pas très sûr de ce que Cameron lui avance. Robin est toujours mal à l'aise. Il suit Cam qui se dirige vers les escaliers pour pouvoir aller directement au 3e étage. Rob essaye de détendre l'atmosphère et plaisante. Et il dit qu'ils peuvent peut-être prendre l'ascenseur. Cam lui sourit rapidement et lui dit en plaisantant: ouais, s'ils avaient pas coupé l'alimentation il y a 20 ans de ça. Cameron il rigole, mais Robin il peut voir que Cameron a un petit peu peur lui aussi. Donc en voyant ça, Robin il lui propose une chose avant d'avancer un petit peu plus loin. Et il lui dit: tu sais, on peut peut-être explorer ces lieux quand le soleil sera levé. Comme ça on verra un petit peu mieux. Mais fidèle à lui-même, Cameron a pris son courage à deux mains et a dit: mais il n'y a personne ici depuis 20 ans. Et puis de toute façon, j'ai pas peur d'une scène d'horreur cliché de film B. Nous sommes des hommes, mec, des vrais. Donc les deux garçons commencent à s'avancer dans les escaliers qui mènent au 3e étage. Leurs pas résonnent dans tout le bâtiment, un pas après l'autre. Mais ils sont seuls dans le bâtiment. Pas vrai? Les bruits de pas commencent à devenir de plus en plus énervants. Et une fois arrivés au 2e étage, ils se sont arrêtés. C'est là que Robin il pense directement que s'ils avançaient un petit peu, ils peuvent entendre leurs pas résonner en écho pendant une seconde ou deux. Mais quand il a voulu faire sa technique et marcher un petit peu, il entend rien, il y a vraiment rien du tout. Donc Robin regarde le 2e étage, éclaire un peu un couloir sombre avec sa lampe torche, mais il ne voit rien, à part des murs en mauvais état. Cam peut sentir le malaise de Robin et lui dit d'arrêter.
Il lui dit qu'il n'y a personne ici et que c'est comme n'importe quel autre endroit où ils sont déjà allés. En entendant ça, Rob lui dit « Et s'il y avait un junkie ou un squatter ici, hein ?» Cam, il lève son bras pour se protéger de la lumière frontale de Rob et il l'insulte un petit peu. Puis il lui répond « Tout d'abord, fais attention à là où tu regardes avec ta lampe frontale, espèce d'idiot. Deuxièmement, il y a personne d'autre ici. » Rob, il le regarde et il lui fait « Mais comment tu peux savoir ça ?» Alors là, c'est simple. Cameron, il roule des yeux et il utilise ses mains comme mégaphone et il se met à crier. Oh, ouais, y a quelqu'un ici? Non, rien du tout, un silence total. Robin, de son côté, il ose même pas bouger, au cas où il masquerait le moindre bruit. Tu vois, il n'y a personne ici. Allez, on reprend. Tout en disant ça, il reprend sa route vers les escaliers. Sur le trajet, Rob lui dit « Façon comme si quelqu'un allait répondre à ta question. » Là, Cam, il en peut plus, il est dit « Oh mais sérieux là, tais-toi, j'en peux plus. » Les deux garçons arrivent au 3e étage et un sentiment encore plus étrange en émane. Il y a les mêmes couloirs décrépits, mais pour une quelconque raison, Rob a l'impression que quelqu'un les surveille. Cam suggère alors qu'ils doivent se séparer et partir dans des directions différentes. Là, Robin il lui dit que non, ils doivent se serrer les coudes au cas où il y aura un blessé. Cam lui dit alors d'arrêter d'être une mauviette et il a commencé à s'avancer tout seul dans une direction où un panneau indiquait grand brûlé. Donc Robin, lui, il s'est dirigé vers l'unité des soins intensifs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur le panneau. Robin ne sait pas pourquoi, mais il est surpris de voir beaucoup de choses sur place. Il y a carrément un équipement hospitalier typique des hôpitaux, certes vieux, mais il est là. Il y a encore des porte-rideaux de lit, des lits d'hôpitaux toujours là, même si les matelas sont tous jaunes et souillés. D'ailleurs, l'odeur du cuivre est encore plus forte dans cette section, et il sait pas pourquoi. Il reste même des papiers sur une table de chevet avec le logo de l'hôpital imprimé sur une feuille avec de la moisissure dessus. Il est en train de parcourir les papiers quand d'un coup, Rob sursaute à une voix qui vient de la porte. Arrête d'être une mauviette. Bon, même s'il a un petit peu honte de l'admettre, il a un petit peu crié quand il a entendu cette voix. En entendant ça, forcément, il s'est retourné vers Cam qui porte sa capuche et il l'attend sur le seuil de la pièce. Et là, Rob lui lance. Ouais, très drôle mec. Est-ce que t'es sérieux au sujet de l'exploration de cet endroit ou c'est juste un jeu pour me faire peur? Cameron, de son côté, il reste immobile de côté, toujours sa capuche sur la tête et il hausse les épaules. Puis la voix un petit peu enrhumée de Cam lui dit « Allez, on y va ». Rob, il peut remarquer qu'il y a eu quelque chose de bizarre avec la phrase de Cam. C'est comme si c'était sa voix, mais il y a quelque chose qui cloche. Après ça, il y a un sentiment de déjà-vu qui l'envahit. Mais bon, c'est Cam, c'est son meilleur ami qui est devant lui, alors de quoi il pourrait avoir aussi peur? Les deux garçons sont entrés dans un couloir. Mais au lieu de retourner à la cage d'escalier, Cam le conduit un peu plus profond dans le service des soins intensifs. Les garçons passent devant ce qui était autrefois un poste d'infirmière. Ce que Robin remarque et qui est vraiment bizarre, c'est la facilité avec laquelle Cameron navigue dans l'hôpital. Alors que pourtant, il n'a pas de lampe torche avec lui. Mais bon, il n'a pas le temps de cogiter un petit peu plus puisque Cameron va reprendre la parole avec cette voix un petit peu enrhumée. Il n'y a personne d'autre ici. Bon, Robin, il a juste hoché la tête et sa lampe frontale parcourt les murs décrépits. Puis Cam lui dit « Fais attention où tu pointes cette chose ». Les deux garçons entrent dans ce qui était autrefois la chambre d'un patient. Puis d'un coup, tous les deux entendent l'écho d'une voix. Rob il tend l'oreille pour essayer d'entendre ce que cette voix dit. Quelques secondes après, il arrive à déchiffrer « Eh oh, t'es où ?» Le son de cette voix lui semble vachement familier. En fait, c'est tellement familier que Robin il commence à paniquer. Car ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autre personne dans l'hôpital avec eux. Là, Cameron lui dit « Il y a personne d'autre ici ». Sauf qu'au moment où il dit ça, Rob peut voir un fou rire se former sous la capuche de Cam. Rob lui répond alors « Je te l'avais dit, je t'avais dit qu'il y avait sûrement un mec shooté qui squattait ici. » À ça, Cam lui dit « Mais t'es vraiment idiot toi ». Après ça, Cameron il se déplace au milieu de la pièce vide. Et Rob il peut entendre quelque chose un petit peu plus loin. « Hey, j'ai trouvé quelque chose ici ». Sauf que là, Robin il peut reconnaître cette voix. C'est la voix de Cameron. Mais c'est impossible puisqu'il est devant lui. Là, le Cam devant Robin sourit, il enlève sa capuche et le cœur de Robin s'effondre. Ce n'est pas du tout Cameron, mais un mec qu'il ne connaît pas du tout. Il ne sait pas quoi faire. Mais à ce moment-là, son cerveau a réagi tout seul. Il a pris ses jambes à son cou et il s'est mis à courir. L'adrénaline parcourt tout son corps. Mais avec la lumière qui ne fait qu'éclairer partiellement les couloirs, c'est vraiment très dur. En plus de ça, Robin peut entendre que le faux Cam le poursuit. Il redouble d'efforts et essaye à tout prix d'accélérer sa course pour s'échapper le plus vite possible. Sauf qu'avec les lumières, c'est une vraie galère. Donc il décide de regarder un petit peu derrière lui pour voir si l'homme le suit toujours. Et oui, l'homme est toujours à ses trousses et il est vraiment très proche. Et en plus de ça, le gars a l'air d'une personne mentalement perturbée. Vraiment, le cœur de Robin bat la chamade. Il se précipite vers une porte où il était passé avec le faux Cam et essaye de retrouver le vrai Cam. Puis l'homme derrière lui se met à crier « Espèce d'idiot, idiot !» Là, la voix du vrai Cam résonne. « Mais qu'est-ce qui se passe, Robin? T'es où ?» Là, Robin court de toutes ses forces vers la voix de Cam. La lumière frontale de Rob commence à clignoter
frénétiquement sur les murs. Les pièces ne sont éclairées que pendant une fraction de seconde. Puisque oui, Rob il a perdu sa lampe torche quand il a compris que l'homme devant lui n'était pas Cam. Il entend toujours cet inconnu derrière lui. Rob s'approche rapidement vers un bout du couloir. Mais dans son élan, malheureusement, il voit pas le mur qui va se prendre. Il n'a pas le temps de ralentir, juste d'amortir le coup et de pas se le prendre en pleine tête. Son cerveau lui dit de courir, de ne pas se retourner pour voir ce qui se passe derrière lui. Il se relève et là, devant lui, à moins de 50 mètres, il voit une faible lumière d'une lampe torche. Il se lève le plus vite possible et court. Mais là, il peut entendre encore une fois « Idiot !» À ce moment-là, la seule chose que Robin pense dans sa tête, eh bien, c'est qu'il va mourir. Il a plus une once de souffle et les forces dans ses jambes le quittent peu à peu. Sauf qu'il peut toujours entendre se tard et lui courir après. Et là, d'un coup, l'homme derrière lui l'attrape et il tombe au sol. L'homme le retourne et Rob est terrorisé. En plus de ça, sa lampe frontale éclaire ce gars de temps en temps. Et ce qu'il peut voir est un véritable cauchemar. L'homme a de la bave qui coule de sa bouche et qui tombe sur le visage de Rob. Le mec a un regard de psychopathe avec des yeux qui sortent quasiment de leurs orbites. En plus de ça, il a une longue barbe et des dents noires, enfin pour ce qui lui en reste. L'homme est toujours au-dessus de lui et le regarde comme ça pendant au moins 30 secondes. Après ce long moment, Rob comprend qu'il est vraiment dans la merde et qu'il doit faire quelque chose. Du coup, il décide de crier. Là, le gars va sortir une seringue de sa poche et le piquer au niveau du cou. Rob essaye de se débattre, mais l'homme s'approche de son visage et lui dit « Tu es un idiot, idiot !» Étant donné que le gars a son visage très proche du sien, eh ben Robin essaye de lui mettre un gros coup de boule. Avec ses pieds, il essaye de se débattre ou quoi, mais il peut sentir que son corps ne lui répond plus. C'est là que l'homme rigole et rigole. Et là, c'est le trou noir. La suite des événements, eh bien Robin, il l'a su qu'une fois qu'il était réveillé à l'hôpital. Si vous vous rappelez bien, quand il était allongé au sol, eh bien il a crié. Et après ça, il a mis un coup de boule au mec. Entre temps, le vrai Cameron a réussi à les rejoindre et il a mis KO cet homme. Et après ça, il s'est dépêché pour sortir Robin de cet hôpital abandonné. Il a pris son téléphone et a directement appelé la police. Quelque temps après, les policiers et des ambulanciers sont arrivés. Ils ont pris en charge Robin et Cameron leur a expliqué ce qu'il a vu. Après ça, Cameron a dû prendre sa voiture pour rejoindre Robin à l'hôpital puisqu'il n'a pas été autorisé à rentrer dans l'ambulance. Me demandez pas pourquoi, normalement bah tu peux, mais bon là non. Et quelques jours plus tard, eh bien Robin a donné sa version des faits et un portrait robot de cet homme. Quelques temps après, les policiers ont fait une macabre découverte dans l'hôpital abandonné. Ils ont pu découvrir plusieurs cadavres à la morgue. Et c'est pas tout puisque sur ces cadavres, eh bien il manquait plusieurs organes. Maintenant, on passe plusieurs mois et nos deux amis essayent d'oublier cette histoire comme ils peuvent. Mais ils ont reçu un appel de la police. Et justement, les policiers leur ont donné un petit peu plus de détails. En gros, cet homme était un tueur en série qui ramenait ou tout simplement coinçait des personnes dans cet hôpital abandonné. Tout ça pour voler leurs organes et les revendre pour se faire des petits bonbons. Les policiers leur ont dit qu'il a enfin été arrêté et qu'il va être inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Les urbex. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Honnêtement, je vous le dis, j'aimerais bien en faire une fois dans ma vie. Le petit côté, ouais, c'est stylé, machin, mais bon, c'est dangereux. Bon, c'est aussi ça le truc. Mais c'est peut-être beaucoup trop dangereux, puisque à chaque fois qu'on voit des urbex, ça part en cacahuète. Bon, après, nous, on aime bien parce que ça nous fait un thread d'horreur, tu vois, mais bon, j'avoue que moi, j'ai pas envie de vivre ça. C'est bon, j'ai assez donné. Bon les petits potes, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, tu peux te manifester avec un pouce bleu et un abonnement. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.